Nous sommes fabricants français d'imprimantes 3D depuis 2013, donc une des premières marques françaises. On est spécialisé sur le matériel professionnel à destination donc des industriels, que ce soit de la TPE jusqu'au grand groupe. Merci Annès de nous donner l'opportunité de parler de notre marque et aussi de notre parcours. Donc Valérie, Baptiste, Grégory aussi qui est par là. J'ai segmenté en 4 parties pour avoir quelque chose d'assez dynamique. La première chose, c'est de vous parler un peu de l'évolution de la 3D vue du point de vue d'un fabricant sur toutes ces années et comment la fabrication additive s'est rendue indispensable auprès des professionnels. Une courte présentation de volumique, quelques use cases et le ROI apporté sur ces use cases et quelques pistes. Alors c'est intéressant parce qu'après avoir écouté à la fois Formlabs et la présentation de NES, je vois qu'il y a pas mal de choses que l'on a en commun à ce niveau-là. Donc pour commencer, pour parler de la partie 3D et de cette révolution, si on revient un peu sur des années autour de 2012-2013, les premiers essais de la 3D au niveau grand public, parce que c'était surtout des périodes où la 3D s'est fait connaître dans le grand public, on avait un peu cette image-là, c'est-à-dire que même les industriels commençaient à regarder ces petites imprimantes 3D de bureau en se disant tiens, ça commence à être intéressant, on peut faire quelque chose de bien. Et pour arriver à une période sur 2022 aujourd'hui où on ne peut plus s'en passer, avec une évolution sur les matériaux, sur les formes et sur les techniques d'impression. Mais au-delà de ça, la vraie dimension qui a été apportée, c'est le côté ROI sur je gagne du temps, j'arrive à innover et j'arrive à économiser. Donc la révolution s'est faite comme ça, et nous on a été un des acteurs qui a pu voir cette évolution de l'intérieur. Pour revenir toujours sur cette période, sur 2013, les professionnels découvraient ces premières imprimantes 3D, je dis de bureau, donc comme on peut même parler aussi des Formlabs à l'époque, des Volumic et d'autres marques. Les TPE, les grands comptes aussi s'intéressaient à cette approche-là, mais on avait encore une barrière qui était très floue sur ces machines entre la notion d'une machine pour le particulier et une machine pour le professionnel. Et on retrouvait complètement des machines chez notre petit cousin ou chez notre petit neveu qui avait une machine, et on retrouvait la même chose dans une entreprise. Donc il y avait cette barrière floue. Et on la sentait vraiment sur des salons, par exemple comme le 3D Print Show qui était à Paris à l'époque, au Carrousel du Louvre, où on allait avoir des professionnels qui étaient là en semaine pour voir du matériel professionnel, et les exposants qui présentaient des machines le week-end à des pères de famille qui venaient avec leurs enfants pour faire découvrir cette technologie. Donc on était quand même dans une période un petit peu floue, mais on voyait vraiment qu'il y avait un potentiel énorme avec déjà des gros acteurs. Il y avait l'arrivée aussi des makers faire et de tout le mouvement maker. Là, après, quelques années sont passées, et au bout de 4 ans, il y a eu une sorte un peu de désillusion sur les machines destinées aux particuliers, où on était plutôt sur une notion où on croyait que ça allait être simple, que tout le monde allait être équipé d'une imprimante 3D à la maison et au travail, et au final, non, c'était beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'une imprimante 3D, ça nécessite de la compétence, de la formation, la connaissance des matériaux, c'est pas comme un four où on appuie et ça marche à tous les coups. Ça, c'était la première désillusion, versus une évolution à côté, c'est-à-dire qu'il y avait un intérêt croissant pour les professionnels au niveau des applications de l'impression 3D avec voilà, des exemples de machines de bureau qui étaient disponibles à l'époque. À partir de ce moment-là, quand il y a eu cette prise de conscience, nous on a considéré que c'était une révolution, mais une révolution silencieuse. C'est-à-dire qu'on nous disait souvent, on nous challengeait en nous disant tiens, Volumic, bon, l'impression 3D c'est intéressant, mais on en a beaucoup entendu parler, mais maintenant on entend beaucoup moins parler d'impression 3D. Moi, à chaque fois, je répondais en disant « Oui, mais là, maintenant, c'est une technologie qui est assimilée dans le process professionnel et industriel, mais qui devient stratégique. Donc, les professionnels ne sont pas là à présenter tous les jours tout ce qu'ils sont en train de développer, des personnes comme vous, parce que là, on parle d'innovation et d'avancée stratégique. Donc, on parle de révolution silencieuse, profonde. Tout le monde, là, on a la chance d'être chez NES, où il y a vraiment une ouverture pour montrer ce que l'on fait, mais après, même sur des sites industriels, il peut y avoir sur le même site 3 grands bâtiments avec 3 zones qui fabriquent en 3D, mais chacun ne sait pas ce que fait le voisin. Donc on est dans cette ère de développement-là aujourd'hui, qui est positif parce que c'est une croissance on va dire, l'assimilation de cette technologie. Toujours de notre point de vue, cette fois-ci que sur le FDM,
on a vu que sur 2014, on était sur des premiers essais qui étaient internalisés sur la technologie. 2015, on était vraiment sur du prototypage, le début de la validation du prototypage en FDM. 2017 et 2018, on a eu l'apparition de l'outillage, même un peu avant, de l'outillage imprimé en 3D, donc avec une évolution de matériaux beaucoup plus résistants. On sortait de l'ère basique des PLA et ABS. 2019, avec l'arrivée du Covid, on a senti un énorme engouement autour de la fabrication additive pour arriver aujourd'hui à la production en petite série. Comme disait Baptiste, aujourd'hui, on peut produire en petite série avec un choix de matériaux, ça devient performant, ça devient économique. On a vraiment vu toute cette évolution. Par contre, on parle toujours d'applications cumulées, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de prototypage, il y a une explosion de l'outillage et aussi de la production en petite série. Les avantages de la technologie FDM, aujourd'hui, une volumique, elle n'est pas en concurrence avec la technologie FDM, avec une Formlabs. Ce sont des produits complémentaires et avec d'autres technologies. Donc la logique, aujourd'hui, c'est d'arriver sur des plateaux comme ici, où on va avoir un ensemble de marques différentes, un ensemble de technologies différentes, parce que toute l'utilisation de la 3D, de la fabrication additive, c'est au service d'un projet. Donc on va utiliser la meilleure machine, le meilleur matériau, ou les meilleures machines, en matière de format aussi, ça c'est assez important parce qu'il y a une grosse évolution sur les formats. Donc c'est avant tout une technologie complémentaire aux autres technologies. L'avantage du FDM, c'est la facilité de mise en place. On va être sur des machines à des coûts moindres, on la prend, on la déballe, on la pose et en quelques minutes, ça peut commencer à marcher. Donc on a vraiment cette facilité à la fois d'utilisation, de mise en place. Le côté économique, c'est qu'on peut avoir des machines qui ont un coût vraiment intéressant et le coût de fonctionnement est lui aussi vraiment faible au quotidien, y compris sur certains matériaux. En parlant des matériaux, il y a une énorme polyvalence. On arrive à imprimer 60, 70, une centaine de matériaux en FDM, donc on a vraiment un large choix. On a vraiment évolué par rapport au FDM des années 2013-2014 où on avait du PLA et de l'ABS. Et pas grand-chose d'autre. Il y avait l'arrivée de quelques flexibles, mais on était encore très loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a une grosse marge de progression, c'est-à-dire qu'on commence à imprimer quelques prototypes en PLA, et après on arrive sur des matériaux chargés, carbone, fibre de verre. On a une marge énorme, et maintenant il y a les grandes tailles. On a une machine de plus grande taille ici, encore d'autres machines encore plus grandes qui sont présentes sur NES. On peut partir d'une toute petite pièce qui fait quelques centimètres pour aller sur des tailles. Nous, on va proposer jusqu'à 65 cm, donc on commence à être sur des formats très confortables. Au-delà de tout ça, l'évolution que l'on a pu constater sur toutes ces années, c'est que la fabrication additive et quoi qu'il en soit, sexy. Elle attire, elle fait partie intégrante de l'industrie 4.0 avec tout ce qui est réalité augmentée, l'intelligence artificielle. Donc on doit tous profiter de cet élan qui est vraiment ultra positif en France. Ça fait partie du renouveau de l'industrie. Elle est aussi génératrice de ROI, donc là on a vraiment un intérêt. Et il y a le côté Made in France, fabriqué en France. Aujourd'hui, on est tous ensemble ici, on essaye de développer tous ensemble des beaux projets, d'innover au niveau français. Ça a fait partie de l'ADN de Volumic, ce qui me permet d'embrayer un peu sur nous et sur la présentation de Volumic. Donc, Volumic, on a été fondé en 2013. On est basé à Nice. Avec mon associé, ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans la 3D et nous étions dans la 3D de visualisation. On a pu basculer à cette époque sur la fabrication additive et la fabrication d'imprimantes. On est 20 collaborateurs à Nice, donc on a une taille bien moindre par rapport à la belle présentation de Formlabs, mais ça nous permet d'avoir aussi une belle croissance et d'avoir des produits innovants. Aujourd'hui, on a une gamme d'imprimantes 3D FDM de différentes tailles. Pour vous cibler, ce sont des machines qui vont de 3 000 jusqu'à 15 000 € en fonction des types de taille, de finition et de performance. Et ce sont des machines que l'on développe pour les utilisateurs, mais avec les utilisateurs. Nous, notre grande force, c'est de pouvoir les faire évoluer très très vite, de prendre en compte vos retours. Et on n'attend pas un nouveau modèle pour le faire évoluer, on fait différentes versions des mêmes modèles, ce qui nous permet toujours d'être très très compétitifs sur cette approche. Les points forts de nos machines vus par les utilisateurs. La première chose,
c'est la vitesse. On essaie toujours d'avoir des machines qui sont performantes et qui vont vite pour pouvoir augmenter la productivité. Le deuxième point, c'est les matériaux. Aujourd'hui, elles impriment plus de 60 matériaux différents, donc on n'est vraiment pas bloqué en matière de matériaux. On part sur tous les matériaux recyclés, recyclables, biodégradables et autres, mais on va monter sur des matériaux semi-précieux, on va aller sur des bois, j'ai vu qu'il y avait Francophile aussi par là, et donc on va imprimer des matériaux super originaux, après des matériaux chargés, donc on n'a vraiment pas de limite, et nous on se bat toujours sur nos machines pour avoir la plus grosse compatibilité au niveau des matériaux qui sortent sur le marché. On essaye d'avoir la meilleure qualité d'impression possible en matière de précision et de répétabilité. Et aussi, on a énormément travaillé le côté endurance des machines, parce qu'on est passé à l'époque de machines pour prototyper, où on allait sortir quelques prototypes, à des machines aujourd'hui qui doivent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a vraiment travaillé à la fois l'endurance, la réparabilité facile des machines. Ce sont des points qui comptent vraiment aujourd'hui. Au-delà de tout ça, donc, on essaye de grandir le mieux possible. On a 2000 sites qui sont équipés en France, donc des sites d'entreprises et de grands groupes. Des grands groupes, on en compte à peu près 200 sur toute la France. Et on commence à être reconnu au niveau de la conception et de la fabrication de machines depuis 8 ans. Le dernier modèle, c'est notre SH65, donc 65 parce qu'elle a un plateau qui va jusqu'à 65 cm horizontal. Donc c'est un format qui est beaucoup plus confortable et qui aujourd'hui est vraiment très très demandé par les clients et par le marché. Donc on est très content du retour que l'on a eu sur une machine comme ça que l'on a lancé il y a un an. Au niveau français, réseau de distribution, on a 15 revendeurs en France, 5 revendeurs à l'étranger et on est encore en train de s'implanter un petit peu plus à l'étranger. Justement, sur place, on a les équipes d'Octoplus qui sont ici, qui nous représentent sur la région. On se bat aussi beaucoup pour l'innovation et le Made in France. Donc on a eu la chance de pouvoir participer au CES de Las Vegas 2 années consécutives, d'être sélectionné. La deuxième année, on a pu ramener des trophées des CES Innovation Awards dans la matière dans la partie 3D printing et aussi sustainability, parce qu'on a développé toute la partie environnementale autour de nos machines. On a participé 2 fois à l'exposition du fabriqué en France à l'Elysée aussi, toujours parce qu'on se bat pour... On fabrique nos machines en interne directement sur place à Nice avec des fabricants français ou européens. Et quelques pièces aussi forcément qui viennent de Chine pour tout ce qui est semi-conducteurs, qui est une autre problématique aujourd'hui. On est aussi ambassadeur French Fab, donc parmi les 60 Français qui essayent de représenter au mieux la French Fab sur les territoires. Donc voilà, on essaye vraiment de porter tout ça. Et comme disait Baptiste tout à l'heure, on travaille avec un écosystème. On essaye de ne pas avancer seul, de travailler avec un maximum de partenaires. Donc c'est pour ça que des rencontres comme aujourd'hui, nous, ça nous intéresse vraiment. On essaie d'embarquer avec nous des fabricants de matériaux, des offreurs de solutions, des lieux de production comme ici, beaucoup de centres de recherche pour doper notre innovation, parce que nous, on ne va pas être assez gros pour faire toutes les recherches en interne. Donc on a 2 centres basés dans le sud, un à Nice et un à Marseille, qui nous aident énormément avec des grosses plateformes très très bien équipées. Et après des industriels aussi qui nous boostent, qui nous poussent, parce qu'on est quoi qu'il en soit une petite entreprise encore. On grandit progressivement, mais on a toujours besoin d'aide, donc on cherche toujours plus de partenaires pour nous aider à grandir, à nous internationaliser. Maintenant, je vais vous parler un peu de cas concrets par rapport à l'utilisation de nos machines. J'ai segmenté en 3, la partie prototypage, la partie outillage et la partie production en petite série. Les bénéfices clients. Nous, on a une position de fabricant de machines. Donc, évidemment, on souhaite que nos machines soient vendues, on veut les vendre au travers de nos partenaires, mais on parle avec nous comme un fabricant. On doit donner du conseil, on doit écouter ce que l'on nous dit pour faire évoluer notre matériel. Et donc, aujourd'hui, les retours que je peux vous faire par rapport aux bénéfices clients, non pas sur nos machines, mais sur la fabrication additive FDM, c'est le gain de coût et le gain de temps. Ça, c'est ce qui arrive à chaque fois en premier, et on sous-estime très très souvent dans l'utilisation de la 3D. Oui, je dois investir, mais le retour sur investissement au niveau des premières impressions, il est énorme.
en matière de coûts, d'économie et en matière de temps. Le deuxième point, c'est l'élaboration en toute autonomie. Le beau projet que vous aviez eu ici au niveau des pince-nez, où il y a eu énormément de produits réalisés directement sur place, c'est de l'autonomie. Quand on parle justement de souveraineté nationale, d'éviter les transports, de produire localement, de générer de nouveaux emplois localement, on parle d'autonomie. Et la fabrication additive est vraiment au cœur de cette préoccupation. Ça, c'est un atout principal. Et le dernier aussi, pour la fabrication qui est intégrée dans les entreprises, c'est le respect total de la confidentialité. Là, vous produisez en interne, l'information ne sort pas de la société. C'est ce qui nous est remonté et ça, c'est un vrai accélérateur. Des exemples donc par rapport à ces bénéfices clients. En matière de prototypage, par exemple, on a eu un dernier projet récemment. Donc encore une fois, nous, on n'imprime pas. Hein, ce sont des clients qui vont utiliser nos machines. Donc là, c'est un fabricant aéronautique Ascendance Flight Technology qui fait son prototype fonctionnel d'aéronef à décollage vertical qui va être présenté pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc là, on voit des petites carènes ici qui ont été imprimées, tout ce qui est prototype en 3D. Leur idée, là, c'était vraiment de pouvoir aller très très vite, imprimer, corriger, valider en vol et recorriger encore après. Donc là, on a eu une mise au point qui a été ultra rapide de leur côté. Et leur ROI principal, c'est ça, ça a été le gain de temps, tout internalisé, pas de sortie de prototypage externe à leur société. Un autre exemple un peu dans la même approche, cette fois-ci dans le médical, Virbac, qui est le sixième groupe pharmaceutique vétérinaire mondial, a développé une innovation brevetée qui est un petit bouchon de prélèvement. Il y a plus de 10 pièces qui ont été faites et élaborées en 3D à l'intérieur. Jusque-là, pas de problème. Ça, on va dire que ça commence à être complètement classique. Par contre, tous les tests ont été faits en interne dans leur laboratoire de tests et de qualification. Et ces tests ont été passés pour la première fois avec du prototypage internalisé et pas du prototypage externalisé. C'est-à-dire que concrètement, ils sont arrivés avec une pièce qui coûtait quelques euros, c'est-à-dire moins de 2 euros, et qui normalement, précédemment, devait mettre 1 mois pour être réalisée, avec des moules et tout un process où on était plus sur du 20 000 euros. Et ça, c'est un cas très très concret où la prise de conscience à ce niveau-là, ils ont même fait des présentations directement chez eux sur cette révolution qui s'est passée, c'est ce gain de temps, et là on ne parle même pas de la rentabilisation d'une machine ou d'un investissement, que ce soit un investissement à 5 000 euros ou 20 000 euros, il peut être amorti sur un seul projet. Si on bascule maintenant sur la partie outillage, là, je vous prends un exemple de l'entreprise Bernadet, qui est une ETI dans l'industrie du flaconnage. Donc pour les amateurs, c'est des bouteilles de cognac Hennessy. Là, c'est sur une chaîne de production. Sur ce poste, on a 11 pièces qui sont imprimées en 3D et qui font partie de toute une chaîne où il y a plus de 147 pièces qui sont imprimées en 3D, directement sur mesure. Ils ont commencé ce process en 2018, d'internaliser la réalisation de toutes ces pièces. Les bénéfices, on retombe encore sur des choses classiques, abaissement des coûts de fonctionnement et de la réalisation de pièces en externe, des délais super courts. Ils ont tout dopé au niveau du prototypage et ils font des développements beaucoup plus réactifs. Donc, un autre exemple, toujours dans de l'outillage, Serballiance, c'est des gros laboratoires français qui ont fait énormément de tests pendant toute la partie Covid. Ils sont plus de 600 en France. Là, c'est du matériel imprimé en 3D fait sur mesure pour leurs automates. C'est-à-dire qu'il y a des automates qui doivent trier des petits flacons. Mais jusqu'à présent, il y avait une perte énorme de temps parce que chaque opérateur devait préparer des petits sets de flacons. Là, ils ont réussi à faire un outillage sur mesure qui leur a permis d'économiser plus de 125 heures de travail par an et par poste et par automate. Donc là, on est sur un gain de temps parce qu'un outil sur mesure a pu être développé en interne. Ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres chez eux.
Mais là, on est toujours sur de l'économie, cette fois-ci, de temps opérateur. Enfin, sur de la petite série, un petit clin d'œil, parce que je pense que les moustiques, on est tous à pas tellement apprécier ça. Kista, qui est une jolie petite marque française, fabrique des bornes anti-moustiques et fait directement en interne des petites pièces qui sont des connecteurs imprimés en 3D qui vont à l'intérieur de leur machine. Là, ils vont les imprimer, les produire en interne. Après, s'ils doivent monter sur des cadences plus grosses, ils auront besoin de faire appel aussi à des prestataires et des partenaires externes. Eux, le gain de temps chez nous, c'était par rapport à la vitesse de nos machines parce qu'ils n'étaient pas équipés de beaucoup de machines. Mais ils ont réussi à internaliser tout ça et être complètement autonomes. Donc ça, c'est un exemple qui est intéressant. Et enfin, nos derniers exemples en date, c'est d'avoir pu participer à ce beau projet pour la Galerie Dior à Paris, où plus de 1500 objets ont été imprimés en 3D. Là, on est sur des reproductions des produits iconiques de la marque Dior, que ce soit des sacs, des chaussures, des chapeaux et autres. Tout ça imprimé en 3D avec des matériaux recyclés, avec beaucoup de post-traitement derrière aussi pour atteindre le niveau d'excellence qui était demandé par Dior. Donc tout ceci a été réalisé sur nos machines à 95% pour être transparent. Il faut quand même un peu aussi laisser la place à d'autres technologies complémentaires. Mais ça, c'était un projet qui était exceptionnel. Par contre, il a été rendu possible parce qu'à des moments, il faut avoir une force de frappe derrière. C'est-à-dire qu'avec 1, 2, 3 ou 4 machines, on ne peut pas toujours s'en sortir ou on ne peut pas s'en sortir. Il faut aussi avoir l'appui de professionnels, de fermes, l'exemple ici encore parlant, de dire voilà, on a validé un prototype, on a validé la réalisation technique, les matériaux et aussi la faisabilité. Maintenant, il va falloir produire et industrialiser tout ça au mieux. Quand on parle industrialisé, on est toujours sur de la petite série. Enfin, moi, je compte toujours 1000, 2000 pièces. Je trouve que c'est très, très bien en 3D. Après, il y a d'autres challenges qui peuvent rentrer en compte. Enfin, des sujets d'avenir qui nous concernent tous. Ça concerne Volumic parce qu'on est fabricant, mais c'est tout l'écosystème là. La première chose, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pas mal entendu parler de post-traitement. Nous, on y croit beaucoup. Nos machines, on essaie qu'elles sortent la meilleure qualité possible. Mais maintenant, le post-traitement, c'est quelque chose qui devient essentiel aujourd'hui de maîtriser ce qui se passe après une impression 3D. Parce qu'on recherche une qualité d'impression, mais après, il faut passer sur des traitements, de la peinture. Il y a le ponçage, on parlait des microbilles tout à l'heure, mais il y a tout ce qui est chrome, métallisation aujourd'hui. On arrive à faire des choses exceptionnelles. Donc on doit à la fois penser au post-traitement, mais dès la première étape, c'est à la conception. C'est qu'on doit penser dès le début, qu'est-ce qui va se passer à la fin sur les pièces qui vont être imprimées en 3D, et d'optimiser tout ça, de connaître les machines, il y en a de plus en plus, de connaître la technologie, et d'intégrer ça en amont au début. Un autre point très très important dans la fabrication additive aujourd'hui, c'est la formation. Aujourd'hui, on a tous des problèmes de recrutement à différents niveaux. Par contre, il faut avoir dans la fabrication additive des gens formés par des réseaux qualifiés dans la formation, que ce soit en matière de dessin, mais ça je pense qu'on est de plus en plus outillés, mais la prise en main des opérateurs sur imprimante 3D, ça c'est primordial. Et surtout, on parle de formation, moi je dirais même de la formation quasiment continue. Il faut chaque année se former, évoluer, parce que c'est une technologie qui va très vite. Nous, on essaye de sortir un maximum de nouveautés. Les matériaux, il y a une croissance permanente au niveau des nouveaux matériaux qui sortent. Les technologies évoluent, on l'a vu tout à l'heure avec la présentation précédente. C'est pareil, il faut s'accrocher quand on est opérateur. On se dit, oh, mais tiens, il y a encore une nouvelle technologie. Et après, il y a des enjeux stratégiques pour tout le monde, pour atteindre ces objectifs quand on a des projets, qu'on doit atteindre l'objectif du projet. Ou aussi quand on est sur de la vente directe de pièces, d'être toujours performant et ne pas avoir un confrère ou un concurrent qui va arriver à passer devant nous parce qu'il a une technologie ou une formation meilleure. Dernier point, Baptiste en parlait un petit peu tout à l'heure, il faut pas avancer seul là aussi, avoir un bon intégrateur.
choisir une marque d'imprimante 3D ou une technologie, c'est important, mais il faut être accompagné. On ne peut plus s'en sortir tout seul aujourd'hui. Il faut être formé d'un côté, mais il faut avoir quelqu'un à ses côtés. Donc, il y a Silaos qui va parler dans pas longtemps. On a Octopus ici, qui sont des grands professionnels depuis des années, parce que voilà, c'est pas des gens qui s'improvisent dans le métier depuis 1 an ou 2 ans. Il faut s'appuyer sur des gens comme ça pour l'intégration de la fabrication additive dans votre entreprise ou dans vos projets, parce que ce sont les personnes qui sont le mieux placées à la fois pour vous conseiller en amont, pour vous accompagner pendant, et pour faire face aussi à toutes les difficultés que vous allez avoir, parce que quoi qu'il en soit, là on bascule dans de l'industrie, et l'industrie ce sont des machines qui tournent tout le temps, et nous la grosse différence qu'on s'est aperçue aujourd'hui par rapport à des années en arrière, c'est que quand une machine peut tomber en panne, c'est une réelle problématique, donc il faut avoir des solutions de spare à côté. Donc ça c'est très très important, de prendre en compte l'accompagnement et d'avoir des offres de maintenance au sein des bureaux d'études, au sein des sites de production et même sur des plateaux comme celui-ci. Voilà, notre devise aujourd'hui c'est de révolutionner votre quotidien, mais concrètement on a tous la 3D qui révolutionne un peu notre quotidien depuis pas mal de temps. Donc on va essayer de continuer et de vous accompagner. Et si on peut vous aider, nous, en tant que fabricants français, on est là, on essaye d'avancer au maximum, de vous apporter beaucoup, de vous écouter. Et voilà, et je pense que sincèrement, c'est mieux d'avancer ensemble dans cette aventure.